Bomoko. D'abord, il faut déplorer la mort de ces dames, personnel humanitaire dédié pour la cause des enfants congolais. Et je crois que c'est dans les communiqués d'hier, nous avons eu l'occasion non pas seulement de lui rendre hommage, mais de rendre hommage à tous les personnels humanitaires qui sont particulièrement mobilisés dans un contexte d'occupation. N'oubliez pas que c'est les Rwandais qui a exporté ou qui a fait de Goma et des Bukavu des endroits malheureusement où ils commettent de crimes, et pas seulement de crimes, mais en réalité ils ont exporté la guerre dans des milieux urbains. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a une année et de la barbarie qui a caractérisé ces événements. Et les personnels humanitaires, c'est des personnes qui sont particulièrement mobilisées. Et je crois que nous, aujourd'hui, nous sommes très mobilisés lorsque nous parlons notamment de l'ouverture de l'aéroport de Goma, parce que nous pensons qu'il faut intervenir très rapidement pour apporter l'appui nécessaire aux populations qui se trouvent là-bas. Et les personnels humanitaires, ce sont aussi ceux qui nous renseignent les mieux de tout ce qui s'y passe, notamment d'autres crimes, etc. Et donc nous, on a été particulièrement touchés par ces disparitions, mais aussi des autres compatriotes qui sont décédés sur le coup. Alors ici, il faut rappeler, suivant l'esprit du communiqué que nous avions fait hier, nous avons parlé des enquêtes parce que ce sont les enquêtes qui vont déterminer. Donc moi, je n'irai pas comme vous pour dire qu'il y a eu frappe des drones et tout ça, jusqu'à ce que les enquêtes pourront établir. Mais nous savons aussi, et d'ailleurs, c'est Antonio Guterres qui le disait il y a quelques années, qui parlait des armes sophistiquées, qui parlait de tous ces dispositifs. Nous connaissons les méthodes du père et du fils, la violence avec laquelle ils opèrent, et donc il est important qu'à ces stades, on s'abstienne en attendant qu'une enquête vienne détailler, donner des détails de ce qu'il faut par rapport à ce qui s'est passé. Et pour le reste, nous qui sommes très engagés et respectueux du droit international humanitaire, ce n'est pas dans ce type d'action que nous pouvons aller, alors que nous considérons, nous respectons le travail qui est fait par les humanitaires, parce que c'est aussi ceux qui portent l'espoir pour nos populations qui vivent sous occupation. Écoutez, les premiers éléments, je crois que c'est ce que nous avons partagé. On ne pourra pas, n'oubliez pas que c'est un des incidents qui se passe dans une partie du pays sous occupation, qui est sous la responsabilité du Rwanda et du M23 pour le moment. Et nous considérons, et c'est l'occasion de le rappeler, que la première condition qui permet un retour à la normale, c'est comme le stipule la résolution 2773, c'est le départ de troupes rwandaises et la sortie du fils ou du supplétif M23. Et donc ici, l'idée pour nous, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a vu ce que donne une gouvernance par crime, on a vu ce que donne la violence. Je pense que le temps est venu, en tout cas pour le Rwanda, de cesser de se dérober et de venir pleinement dans les cas du processus de paix pour que nous puissions appliquer ce qui avait été prévu et pour qu'ils quittent notre territoire avec les anges de la mort qu'ils traînent. Écoutez, on ne saura pas aller dans les détails parce que ça, c'est des questions qui vont relever maintenant des dispositifs qui se mettront en place. N'oubliez pas que nous avons une MONUSCO sur place. N'oubliez pas aussi que la personne qui a été touchée de manière générale, les personnes qui sont mortes, méritent d'avoir une lumière. Et donc, dans cet ordre-là, nous allons tous attendre ce qui va se mettre en place, de sorte que nous puissions être davantage édifiés sur ce qui s'est réellement passé. Il n'y a rien d'intrigant, nous connaissons les méthodes du père et du fils, la manipulation. Et d'ailleurs, j'ai vu des vidéos avec des camions, des personnes venant du Rwanda
pour venir gonfler une manifestation en réalité qui n'en est pas une. De qui se moque-t-on? Goma enterre de morts tous les jours. Goma a enterré des personnes dans des conditions que je ne voudrais pas rappeler ici. N'oubliez pas les événements qui se sont passés en janvier de l'année dernière, qui illustrent la violence. Si cela tenait vraiment au respect de la vie humaine, ils ne seraient jamais à Goma, parce qu'en venant à Goma, ils ont amené la mort qui sème, y compris dans leur propre camp. Je ne voudrais pas rappeler les cas de votre ex-confrère et pour lequel on n'a jamais entendu une quelconque forme de demande d'enquête, etc. C'est illustratif de l'esprit de ceux qui y sont. Et aujourd'hui, vouloir intimider, priver les étudiants d'aller aux universités pour venir porter les messages, même si ils peuvent arriver à voir des gens s'élever, mais en réalité, c'est parce que ces gens tiennent à leur vie, parce que toute voix contestataire est sanctionnée par la mort ou par le fouet. Vous êtes au courant de tous les crimes qui s'y commettent. Quoi qu'il en soit, nous avons vu l'exemple d'Ouvira lorsqu'ils en sont sortis. C'est les mêmes états d'esprit qu'il y a dans les chefs de nos populations à Goma, c'est les mêmes états d'esprit qu'il y a dans les chefs de nos populations à Bukavu. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, les occupants en premier, qui sont bienvenus chez nous et qui doivent rentrer au Rwanda, en tout cas pour les troupes rwandaises, et pour le reste, ils doivent aller dans les processus qui sont prévus, notamment les processus de désarmement et de démobilisation prévus par l'accord de Washington. Écoutez, cette mort nous a tous émus et donc toutes les réactions internationales sont compréhensibles et évidemment rappellent la nécessité pour les uns et les autres de rester pleinement mobilisés pour que la paix puisse être restaurée parce que je crois que c'est la présence des troupes rwandaises dans la ville et des supplétifs du M23 qui représentent le véritable danger. Et on connaît aussi les pyromanes qui crient aux sapeurs-pompiers. Nous connaissons plusieurs stratégies. Moi, je ne suis pas expert en balistique, je ne m'hasarderai pas sur le sujet, mais il est évident que la présence de troupes rwandaises est un facteur d'insécurité, est un facteur d'instabilité. Je vous ai donné l'exemple de comment eux-mêmes ont agi sur un de vos confrères. C'est illustratif de l'état d'esprit qu'ils ont et dont nous, on n'accorde aucune conscience à ce qui est dit tant par le père que par le fils. Si vous suivez les pères il y a quelques jours, il a reconnu lui-même son mensonge devant CNN. Et lorsque nous vous disons que le Rwanda, c'est un pays qui produit de manière industrielle le mensonge, les fake news, la désinformation, c'est pas ceux-là qu'il faut penser pouvoir trouver la vérité. Écoutez, ici, la question de Roubaya, elle est vraiment illustrative de tout ce qu'il y a d'horreur. C'est cela d'ailleurs, les vrais visages de cette guerre de prédation. On tue, on laisse mourir pour piller de manière systématique. Ce que nous avons observé sur Roubaya est extrêmement grave. En 40 jours, plus de 600 compatriotes sont morts. Et les combles, justement, du cynisme, c'est qu'ils n'ont pas arrêté. Donc, en pleine saison de pluie, on connaît la nature du terrain, mais on continue quand même à vouloir utiliser femmes et enfants, y compris pour des activités, des pillages. Je crois qu'aujourd'hui, il est important, non pas seulement pour regarder les supplétifs, le père et les fils qui pillent sur le terrain, mais pour regarder aussi tous ceux qui s'approvisionnent dans la chaîne. Et d'ailleurs, j'ai discuté tout à l'heure avec mon collègue de mine. Nous avons une stratégie qui est bien mise en place pour qu'on arrive à retracer tous ceux qui sont les acheteurs de ces coltans du sang, de ces coltans de massacre, pour que nous puissions tout autant les exposer parce que ces zones, c'est des zones rouges que nous avons décrétées depuis plus d'une année déjà. C'est des zones où aucune forme d'exploitation ne peut se faire. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a une volonté de prédation et cette volonté de prédation dicte tous les actes, y compris malheureusement des actes qui exposent dangereusement de vie. Et même lorsqu'on compte des centaines de morts, cela n'est jamais suffisant.
D'abord, vous faites bien de le rappeler parce que nous, la guerre, elle ne se passe sur notre territoire. Il y a des investissements publics, il y a des investissements de Congolais, mais bien avant tout cela, il y a des vies humaines qui sont congolaises. Et donc, évidemment que dans les règles d'engagement qui nous concernent, en parlant spécifiquement de nos forces armées, nous tenons compte de tout cela. Mais les autres n'en tiennent pas compte. S'ils en tenaient compte, ils n'auraient jamais envahi Goma. N'oubliez pas les scénarios, couper l'eau, couper l'électricité. Et je ne voudrais même pas parler de la mort du gouverneur quelques jours plus tôt pour s'assurer que tout est préparé pour amener plus de morts. On a attaqué des écoles, on a attaqué des hôpitaux, on a attaqué des camps de déplacés parce que c'est cela l'ADN du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous, nos forces armées ont toujours été dans une posture défensive. Posture défensive, ça veut dire que nous nous assurons de bloquer, de freiner l'expansion territoriale, mais nous assurons aussi, chaque fois que de besoin, de protéger nos populations. C'est bien ça notre devoir, parce que nous sommes, n'oubliez pas, notre armée a les devoirs et la responsabilité de protéger le territoire et de protéger les compatriotes. Ce sont les autres seigneurs de la mort qui viennent, avec toute la barbarie qu'on leur reconnaît, poser des actes totalement répréhensibles pour lesquels, je dois rappeler, nous avons un front judiciaire et pour lequel, en tout cas, aucun détail ne sera oublié parce que cette fois-ci, à la différence des aventures précédentes, nous les amènerons à la justice pour qu'ils puissent en répondre. Alors, sur les processus de paix que vous abordez, je crois qu'ici, il y a lieu de rappeler que nous avons commencé les processus de paix ou des discussions avec le Rwanda depuis le mois de juillet 2022. Nous sommes aujourd'hui à la 4e année. Nous étions au 15 décembre 2024 sur le point d'en finir. Mais vous savez ce qui s'est passé. Non pas seulement que le père n'est pas venu, donc le Rwanda n'est pas venu, mais nous avons vu comment la situation sécuritaire s'est dégradée par la suite. Parce qu'en réalité, toute idée de paix, toute volonté qui va vers l'apaisement contrarie totalement les intérêts du président rwandais parce que, pour lui, son économie ne peut vivre qu'en ayant cette instabilité à l'est de la RDC qui permet de voir ces pillages entretenus notamment à Roubaïa, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, il est évident que s'il y a un acteur qui ne veut véritablement pas du retour de la paix, c'est le Rwanda. Vous avez vu ce qui s'est passé à Uvira après la signature à Washington. Vous avez vu qui a tiré à partir d'où, de quelle manière les tirs ont été faits, comment on a utilisé des drones kamikazes sur des cibles civiles et tout ce qui s'en est suivi. Je voudrais vraiment pas faire le chapelet de tous les actes répréhensibles qui ont été posés entre-temps. Et ici, nous avons un médiateur américain qui, à la différence du médiateur africain de l'époque, pour qui malheureusement le Rwanda n'avait que peu d'égards, ici, je voudrais encore citer le président Lorenzo, qui s'est particulièrement déployé, mais malheureusement, cela n'avait pas rencontré l'agenda du président rwandais. Mais ici, nous avons un médiateur qui a des leviers. N'oubliez pas qu'avant que nous ne puissions aller à la signature le 4 décembre, nous avons été dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination des sécurités et du comité des supervisions des questions justement de sécurité, nous avons été avec les Rwandais, avec les Américains au milieu pour faire le point des responsabilités des uns et des autres. Nous avons commencé la campagne de sensibilisation telle qu'est prévue dans les annexes de l'accord par rapport au CONOPS pour sortir en tout cas les éléments FDLR qui sont dans l'infime partie du territoire d'ailleurs qui est sous notre contrôle. Et je crois que de ces points de vue, vous devez avoir vu aussi qu'avec la MONUSCO, il y a, pendant que nous parlons d'ailleurs, des processus qui se font pour rapatrier certains nombres de ces FDLR qui sont des Rwandais. La vérité, c'est que pour bien traiter la menace des FDLR, les Rwandais doivent quitter les parties du territoire qui s'occupent parce qu'il existe une cartographie aujourd'hui. On sait plus ou moins les localiser. Les médiateurs américains le savent, les Rwandais le savent. Et nous, si nos forces doivent traiter cette menace, il faut bien que les Rwandais quittent notre territoire pour que nous puissions traiter les cas résiduels. Qu'on ne vous trompe pas, les chiffres ont été avancés.
dans les différentes plateformes de discussion. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes plutôt, tels que nous le disions toujours, nous avons confiance à la médiation américaine. C'est la médiation qui nous a permis aujourd'hui d'avoir notamment des sanctions. Les sanctions les plus importantes, c'est peut-être pas celles qui ont été données aux individus, qui sont tous les quatre d'ailleurs, officiers impliqués directement dans les tristes événements des Goma. Et donc, bien au-delà des sanctions, c'est des sujets qui doivent répondre de ces actes d'horreur devant la justice. Je n'ai pas envie de rappeler ici que l'armée rwandaise a souvent attaqué les casques bleus de la MONUSCO. N'oubliez pas qu'il y en a qui ont été pris à partie, qui ont perdu la vie. N'oubliez pas qu'ils ont tiré sur un hélicoptère de la MONUSCO. Je ne voudrais pas faire un chapitre de tous ceux qui ont toujours montré du mépris par rapport au processus de paix, à ceux qui doivent en être des gardiens. Pour ce qu'il en reste, nous, République démocratique du Congo, je le redis encore à haute et intelligible voix, nous comptons respecter ou nous respectons nos engagements dans les cadres de l'accord, parce que plus que le Rwanda, nous avons besoin de paix pour nos populations et pour poursuivre nos efforts de développement. Et donc aujourd'hui, avant que nous puissions d'ailleurs reprendre formellement les discussions, je crois que dans les jours qui viennent, les premières réunions vont se tenir à Washington, il faut un cessez-le-feu. Et nous connaissons celui qui a coutume de ne jamais rien respecter. Les noms des cessez-le-feu dont on a parlé, que ce soit à Luanda, à Washington ou à Doha, nous savons qui ne les respecte pas. Avec les sanctions qui commencent déjà à produire les résultats, sûrement que vous avez entendu que l'Union européenne ne va plus financer les déploiements de forces rwandaises au Mozambique. C'est une des conséquences parce que lorsque toute l'armée est sanctionnée, ça veut dire que les programmes sont compromis, les financements sont compromis et nous espérons que